Bonsoir à tous. On va vous parler aujourd'hui du Google Summer of Code. Qui a déjà entendu parler du Google Summer of Code en dehors de cette conférence-là? D'accord. Ok, ah bah si, quand même. Voilà. On va procéder en 3 étapes. D'abord, on va réexpliquer pour ceux qui ne connaissent pas, il y en a une majorité quand même, ce qu'est le Google Summer of Code. On va vous parler concrètement ce qu'on peut y faire, et il se trouve qu'on a un exemple très précis avec Michael qui se présentera, qui va vous expliquer ce que lui a fait. Et puis après, très concrètement, on va vous montrer qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir participer au Google Summer of Code. Il y a du travail à faire en amont, hein, pour pouvoir participer à ce programme-là. Un mot d'abord pour faire ma publicité. Donc je suis Lionel Lasquet, je suis responsable du Spot Bouygues, qui est un espace qu'on a créé il y a 2 ans, Bouygues, au 5e étage, au Kremlin Bicêtre, pour travailler sur des projets d'innovation liés à Bouygues et aux différents métiers de Bouygues. Donc on a fait, avec d'ailleurs un certain nombre d'entre vous déjà, des projets, et il y a toujours des projets ouverts. Je vous invite, pour en savoir plus, pour voir ce qu'on fait, à aller sur le site web lespot-bouygues.com, où vous verrez des exemples de projets. Vous pouvez vous y connecter avec votre login intra, ou vous pouvez aller me voir aussi au 5e pour en parler. Voilà, c'est à peu près tout pour ma publicité. Quel rapport entre le Google Summer of Code et Bouygues? Aucun. En fait, il n'y a pas de rapport. Le seul rapport, c'est moi. C'est que, en fait, à côté de Bouygues, je travaille aussi pour une organisation open source qui s'appelle Sugar Labs. Et depuis 3 ans, je suis mentor pour le Google Summer of Code. Donc, ce qui fait que je connais évidemment bien le programme. Et cette année, je suis aussi administrateur pour Sugar Labs du Google Summer of Code. Donc voilà, ça me permet de connaître un peu le programme. Je te laisse te présenter. Donc bonsoir, moi c'est Mickaël Ohaillon, je suis en Tech 5 là, en période de stage, donc vraiment à la fin des études. Et avec Lionel, en fait, on s'est rencontrés il y a 1 an, un peu plus même, 1 an et demi, 2 ans on va dire, quand le Spot est arrivé sur le campus. On a fait quelques projets ensemble que vous pouvez retrouver sur le site en principe. Et en fait, Lionel a fait une conférence l'année dernière, donc ceux qui ont levé la main, on s'est déjà croisés. Ils ont déjà vu concrètement ce qu'était le Google Summer of Code. Et donc en fait j'ai candidaté. Donc Lionel va tout expliquer sur comment on fait, combien de temps il faut s'y prendre à l'avance, etc. Et donc j'ai fait la session 2015 du Summer of Code. Ok, donc on est parti sur qu'est-ce que c'est le Google Summer of Code. Alors le Google Summer of Code, alors dans les affiches de teasing, j'ai dit que ça vous permettait de faire votre stage d'été chez Google, pour Google, pas chez Google mais pour Google. Alors bon, c'était du teasing. La vérité, c'est que le Google Summer of Code, c'est effectivement un programme organisé par Google et qui permet pour des étudiants de travailler online. Donc online, ça veut dire que c'est pas du tout en physique, c'est entièrement sur le web, et les échanges que vous aurez, ils sont à travers le web, de travailler pour des projets open source. Donc c'est, pour expliquer un peu le point de vue de Google par rapport à ça, c'est une façon pour Google, très concrètement, de soutenir les projets open source. Lorsqu'ils expliquent pourquoi ils organisent chaque année, depuis 11 ans maintenant, le Google Summer of Code, ils disent, ben voilà, nous on utilise beaucoup pour nous des projets open source, et c'est une façon de rendre à la communauté l'appareil, et de permettre que les logiciels open source soient encore meilleurs. Donc c'est Google qui organise ça chaque année pour que des étudiants puissent participer au projet open source. Précisément, c'est un cadre qui va permettre aux étudiants de travailler sur des projets open source en étant rémunérés. Ça aussi, c'est important. Sur beaucoup de projets open source, il y a des volontaires. Sur le projet sur lequel moi je travaille, on est uniquement des volontaires. Il y a un certain nombre de projets open source où il y a des grandes organisations qui financent, que ce soit des IBM, que ce soit des Intel, que ce soit, enfin voilà. Mais il y a beaucoup de projets où il n'y a pas de moyens, et donc pouvoir avoir des étudiants pour aider ces projets-là, c'est intéressant. Sauf que les étudiants comme vous, ils n'ont pas forcément d'argent, et généralement l'été ils essaient de trouver du boulot autrement. Là, l'idée, c'est de les financer pour que ils puissent à la fois, d'ailleurs je tease un peu sur le slide suivant, mais qu'ils puissent à la fois gagner de l'argent et à la fois passer du temps sur des projets qui ont un intérêt pour eux, parce que on parle évidemment d'étudiants en informatique, donc ça va vous à la fois apporter des choses aux organisations open source et à la fois aux étudiants, parce que concrètement, au lieu d'aller au McDo pour
vendre des burgers ou des machins comme ça, vous pouvez travailler sur un projet open source et donc faire de l'informatique et vous éclater sur des projets plutôt que d'avoir un job d'été peut-être bien payé mais pas super intéressant. Donc c'est ça qu'apporte Google, et très concrètement on le verra aussi, Google apporte de l'argent puisque la rémunération elle va être versée par Google. C'est pas à ce moment-là que tu sors ta carte Mastercard, mais c'est tout à l'heure, tu la ressortiras. Donc il a gagné de l'argent offert par Google, c'est formidable. Alors aussi, si on résume un peu les objectifs du programme, c'est aussi pour les organisations open source, l'idée c'est d'identifier des gens qui peuvent les rejoindre. Encore une fois, des organisations open source, elles n'ont que des volontaires, faire découvrir le projet à des nouveaux et avoir des nouveaux qui peuvent contribuer au projet même au-delà de leur participation au Google Summer of Code, c'est intéressant. Donc quand on est une organisation open source et qu'on sélectionne des étudiants, parce qu'il va y avoir une sélection, enfin il y a une sélection, c'est comme ça que ça fonctionne, pour participer au programme, on se projette aussi dans l'avenir en se disant, lui, non seulement il va m'aider pendant cet été-là, mais son intérêt et sa motivation, c'est aussi au-delà sur mon projet à moi, et de continuer à m'aider, même en dehors du Google Summer of Code. Donc effectivement, c'est important, et vous utilisez tous les jours des projets open source, vous vous dites qu'il y a forcément des gens derrière, les gens derrière, ça peut être vous, et c'est intéressant que ça puisse être vous et que vous puissiez contribuer au bien commun. C'est aussi pour vous, les étudiants qui participent ou qui peuvent participer à ce projet-là, l'occasion d'être confrontés à des scénarios réels du monde du développement, concrètement à être exposé à des processus et du code de qualité. Vous avez tous forcément aussi regardé comment étaient codés les logiciels open source que vous utilisez. Il y a des vraies organisations, des vrais contributeurs, il y a des gens de talent, des architectures de la mort qui sont bâties pour résister aux usages qui sont faits. C'est vraiment intéressant d'ouvrir le capot, de se plonger dedans, et ça vous apprend des choses, évidemment. Ça vous apprend aussi, parce que un certain nombre d'entre vous sont par exemple en 3e année et ils vont avoir un EIP à faire, ça vous apprend aussi comment on peut gérer un peu partout dans le monde, parce que les projets open source ils sont généralement distribués un peu partout dans le monde, comment on peut gérer un projet, et c'est une expérience qui a de la valeur pour vous aussi par rapport à ça. Ça vous permet aussi de vous construire un réseau. Vraiment, on est dans des organisations où on échange avec des gens à travers le monde. Si plus tard vous cherchez un job aux États-Unis, vous cherchez un job à l'autre bout du monde, avoir un contact, avoir quelqu'un qui vous connaît déjà, qui a travaillé avec vous, ça a un intérêt. Ça a un intérêt aussi très concrètement de le valoriser sur votre CV. Quelqu'un qui a fait le Google Summer of Code, lorsqu'on sait ce que c'est le Google Summer of Code, on sait la sélection qui est nécessaire pour faire le Google Summer of Code et qu'est-ce que ça signifie, c'est-à-dire ça signifie concrètement avoir contribué à un projet open source, ça a énormément de valeur sur un CV, et voilà, vous avez un beau certificat derrière en disant moi j'ai participé au Google Summer of Code. Alors concrètement, comment ça fonctionne? Alors, d'abord, il y a une première phase qui s'est déjà terminée, je vous remettrai le planning tout à l'heure, mais il y a une première phase qui s'est déjà terminée, où les organisations open source, quelles qu'elles soient, font une demande à Google en disant moi, j'aimerais être une organisation mentor pour le Google Summer of Code. Donc il y a un certain nombre de critères à respecter, le premier critère étant de faire vraiment de l'open source, et donc de faire candidature auprès de Google, et c'est Google qui va lui choisir les organisations qui participent. Ne me demandez pas les critères exacts que pose Google, je ne les connais pas, mais voilà, il décide, cette organisation-là, elle peut participer au Google Summer of Code et on est prêt à les aider parce que c'est intéressant. Alors c'est pas, vous le verrez dans les projets que on a listé quelques projets qui participent chaque année et cette année encore au Google Summer of Code, c'est pas forcément des projets qui sont directement intéressants pour Google. Il y a vraiment de tout. Moi je travaille sur un projet sur une plateforme pédagogique pour enfants, c'est pas directement utilisé ou utilisable par Google. C'est vraiment une façon pour eux de contribuer à la communauté open source dans sa diversité et dans tout ce qu'elle fait.
Donc il y a des outils qui peuvent effectivement utiliser au quotidien chez Google. Il y a des choses autour de Git, autour de GNU, enfin voilà, il y a tout un tas de choses qui peuvent utiliser au quotidien, mais c'est pas le critère principal. Le critère principal, c'est plutôt de dire voilà, c'est vraiment une organisation open source, ils sont sérieux, ils font du travail de qualité, et il y a un vrai suivi aussi des organisations derrière. Pour le Sugar Lab, ça fait 4 ans qu'on participe au Google Summer of Code, donc en l'occurrence ils nous connaissent, et on a eu cette chance-là d'être retenu par Google et d'être encore retenu cette année pour le participer. À partir de là, ça dépend de l'organisation, mais concrètement ce qui se passe, c'est que les organisations vont proposer des projets. Donc chaque organisation, les gens dans l'organisation se réunissent et se disent de quelle manière on a envie de faire évoluer notre projet, qu'est-ce qu'on a dans notre backlog, quelles fonctionnalités on aimerait bien avoir, quelles fonctionnalités on peut confier à un étudiant pour le Google Summer of Code, donc en dimensionnant, là aussi c'est pas pour faire du teasing, mais en gros ça dure 3 mois de développement, qu'est-ce qu'on peut faire en 3 mois de développement pour quelqu'un qui arrive sur le projet. Et alors ça dépend de l'organisation, mais en gros vous allez pour chaque organisation qui participe trouver une page qui liste tous les projets qu'ils peuvent faire, qui proposent pour le Google Summer of Code. Et à partir de là, c'est à vous de se dire tiens, bah ça m'intéresse, j'aimerais bien le faire. Et donc vous allez soumettre des propositions à l'organisation qui vont dire bah moi je suis intéressé par faire ce projet-là, et vous allez bien sûr devoir expliquer que vous êtes capable de le faire, parce que vous avez une expérience sur cette techno-là, parce que vous êtes super motivé, parce que vous avez d'autres expériences autour de technologies communes ou de projets qui sont dans le même ordre d'idée, parce que quand vous étiez petit, j'en sais rien, enfin, il peut y avoir des tas de raisons qui font que vous avez le profil idéal, il faut vraiment vous vendre, hein, c'est une proposition à faire pour faire ça. Vous pouvez aussi, dans certaines organisations, mais ça paraît déjà beaucoup plus délicat, faire vous-même des propositions de projet. Dire bah moi, prenons un exemple sur OpenCV, qui est une des organisations qui participe, moi j'ai telle feature que j'aimerais bien trouver et je suis capable de la développer et de le faire. Bon, ça voudrait dire déjà, ce qui n'est pas forcément évident pour des étudiants, que vous connaissez déjà suffisamment le projet pour être capable de faire une recommandation pertinente sur le sujet. Mais pourquoi pas, c'est possible. En tout cas, retenez le principe que vous avez des organisations, en gros vous choisissez une organisation, vous choisissez un projet dans cette organisation, et vous allez candidater pour ce projet. Tu m'interromps si tu veux dire des choses au moment donné. Alors, à partir de là, alors il y a une plateforme en fait. Google fournit, que je disais dans un slide précédent, que Google fournit un framework. Ce qu'ils fournissent comme framework, c'est enfin un cadre. C'est notamment une plateforme qui permet de gérer les relations entre les étudiants et les organisations, et les organisations et Google même. Et donc en fait, lorsque vous candidatez, vous vous enregistrez sur une plateforme, et les mentors de toutes les organisations ont accès donc aux candidats, au profil des candidats, ce que les candidats proposent, et c'est aux organisations d'accepter et de choisir finalement les candidats qui leur paraissent les plus pertinents. Alors le mode de fonctionnement dépend des organisations. Comment on choisit un candidat ou comment on choisit pas un candidat. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on le fait de façon collégiale. C'est-à-dire qu'en fait, tous les mentors, quel que soit le projet, vont regarder toutes les propositions pour tous les projets et vont donner leur avis. Et la plateforme proposée par Google, alors elle a changé cette année, mais je pense que ce sera la même chose, permet de noter, en gros, de noter à la fois en disant bah, je donne une note entre 1 et 5, et puis je mets des commentaires par rapport à ce candidat-là. Et donc il y a un processus interne chez nous où tout le monde fait ça pendant quelques jours. Donc on revoit toutes les propositions, hein, ce qui peut faire beaucoup. Hein. Nous on en a reçu près d'une centaine l'année dernière, alors qu'on avait une dizaine, on va dire, de projets. Donc vous voyez l'ordre de grandeur. Et donc on a revu toutes les propositions et on les a notées et on les a classées et on s'est dit voilà. Et puis aussi, à partir du moment où il y a des mentors, ça veut dire que le mentor va s'engager aussi en disant bah lui, cet étudiant-là, moi je le sens bien sur ce projet-là et je suis prêt à être le mentor de cet étudiant-là sur le projet. Donc moi j'ai dit à un moment donné que j'étais prêt à être le mentor de Michael sur ce projet-là. Mais bon, c'est la 4e année que je participe. Les 2 années d'avant, c'était d'autres personnes que je connaissais pas, qui étaient des Indiens. On verra tout à l'heure dans les chiffres, mais il y a eu plus de 100 pays
qui participent, des étudiants de 100 pays qui participaient. Il y a beaucoup d'Indiens, en l'occurrence, et pendant 2 ans, c'était plutôt des Indiens que j'avais eu comme étudiants. Voilà, une fois que où j'en suis, ouais, on choisit les étudiants. Donc il y a une association avec un mentor de l'organisation qui va le suivre, qui va suivre l'étudiant pendant tout le projet, et ça commence. Ça dure 12 semaines, donc 3 mois, où l'étudiant code. Il va coder en fonction de la proposition qu'il a faite. C'est un peu comme là aussi les EIP, hein, mais c'est comme la vraie vie, c'est-à-dire qu'en fait vous dites ce que vous allez faire et vous le faites. Donc quand je dis vous dites ce que vous allez faire, c'est-à-dire que vous allez vous-même donner les jalons. Vous allez dire, bah moi le premier mois, je pense que j'en serai là, voilà ce que j'aurais fait, voilà le livrable que je serais capable de délivrer au bout d'un mois, voilà celui au bout de 2 mois. Enfin, c'est à vous de faire votre proposition, vraiment, hein, de faire votre planning. Et le mentor, bon, il y a une discussion, hein, généralement on fait des réunions régulières en IRC, alors en physique, c'était la première fois que je le faisais, mais généralement voilà, c'est plutôt en IRC, en Skype, en ce que vous voulez. Ça dépend de l'organisation et de la manière dont vous discutez par mail. Et donc on fait un suivi régulier évidemment avec les étudiants. Mais après on va s'assurer finalement que il n'a pas de problème pour avancer et qu'il va respecter aussi son planning. J'ai souvenir que tu étais en retard sur ton planning. C'était pas bien. Mais J'ai souvenir qu'on a rajouté quelque chose sur le planning quand même, mais quelques petites choses. Oui, effectivement. On a rajouté des fonctionnalités, c'est toujours la discussion. Mais voilà, globalement, le mentor suit l'étudiant dans son avancée. Il l'aide aussi, hein, bien entendu, parce que si on est mentor sur un projet, c'est qu'on est capable de comprendre techniquement ce que l'étudiant fait, qu'on est capable de l'aider, soit nous en direct, soit le mettre en relation avec d'autres personnes de l'organisation qui sont spécialistes de domaine. Les projets sont vastes, généralement, on peut pas tout connaître sur un projet quand on est contributeur sur un projet. Donc, toi, c'est ton cas, j'étais plusieurs fois renvoyé vers telle ou telle personne de l'organisation pour que tu aies un échange avec lui, pour te dire voilà comment on fait pour telle et telle chose avancer. Donc il y a un vrai échange et un vrai suivi qui se fait entre le mentor et l'étudiant. Il y a aussi la lourde tâche, et ça a un impact directement sur la réussite ou non de l'étudiant. Il y a des évaluations qui sont faites, que Google impose, qui sont, en fait, il y en a 2. Il y a un étudiant, une évaluation qui est faite à mi-parcours, donc à peu près au bout d'un mois et demi, clairement, et une qui est faite à la fin. Et le fait de passer ou non cette évaluation a un impact sur la rémunération. En gros, si vous passez pas l'évaluation de mi-parcours, vous n'aurez pas toute la rémunération que vous propose. Et puis le GSOC s'arrête. Enfin, le Google Summer of Code s'arrête si tu passes pas l'évaluation. Vous rentrerez dans la catégorie des gens qui ont fail le Google Summer of Code. Vous pouvez le mettre sur votre CV aussi, mais c'est moins classe. Mais il y en a. Il y en a. Hélas, c'est arrivé pour moi l'année dernière, pas avec toi, parce que j'étais aussi comme mentor sur un autre étudiant. Et on a un étudiant qui a fail à mi-parcours. On aurait même pu fail avant, à vrai dire, mais on lui a laissé une chance à mi-parcours. On a eu tort. Bon, voilà, c'est très con, hein, vraiment. Et on était très très fâchés, moi le premier, d'avoir accepté un étudiant qui en plus était compétent, ça abruti, et qui avait les capacités, mais qui juste ne passait pas de temps sur le projet, qu'il n'a pas compris l'intérêt. Il était content d'avoir sur son CV qu'il allait participer au Google Summer of Code, mais il foutait rien. Et donc à un moment donné, voilà, on lui dit non, c'est pas possible. Et donc ça s'arrête pour lui, et c'est dommage pour lui, c'est dommage pour nous, parce que c'est une chance unique pour les organisations d'avoir un mec qui peut contribuer pendant 3 mois sur le projet, et de la perdre bêtement parce que le mec fait rien. C'est vraiment très rageant, encore plus dans ce contexte open source et où on essaye de privilégier le bien commun. Et à la fin du Google Summer of Code, il y a aussi une évaluation où là aussi on peut être en échec de la même façon qu'à mi-parcours, et là aussi du coup on touchera moins. Et puis aussi Google impose que effectivement tout le code produit par l'étudiant soit mis à disposition de tous. La communauté, c'est un livrable que vous êtes obligé de faire, mais généralement dans l'organisation il y a aussi un repository et vous avez forcément mis à disposition vos sources, sinon ça n'a pas d'intérêt. Voilà un petit peu sur le fonctionnement général. Alors concrètement, qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors je vais passer, parce que j'ai beaucoup parlé moi, mais je vais passer la parole à Michael. D'abord, juste un petit slide pour vous expliquer quel type d'organisation
peuvent vous intéresser ou pas, en tout cas quelles sont les organisations qui participent au Google Summer of Code. Donc vous voyez que, alors j'ai mis les plus connus, hein, honnêtement, il y en a 100, 130, quelque chose comme ça, donc j'en ai mis que vous connaissez forcément, mais vous voyez que voilà, ça veut dire que vous pouvez contribuer à ces organisations, à des features sur l'ensemble de ces programmes-là. Imaginez que vous ayez contribué à Git. Il y a GitHub aussi, je ne l'ai pas mis, mais il y a GitHub. Il y a Tor même aussi. Vous pouvez contribuer sur Tor, donc ça a de la valeur. Il y a aussi une chose, par exemple, vous avez le CERN, qui est le laboratoire de recherche en nucléaire. Voilà. Il y a pas mal d'universités, donc là c'est moins connu, mais il y a des projets effectivement universitaires où ils recherchent sur des choses. Alors, il n'est pas là, mais il y avait quelqu'un qui avait candidaté, un étudiant Epitech qui avait candidaté sur un projet pour la recherche contre le cancer, avec de l'analyse d'images et du traitement de données, etc., etc. Donc c'était super intéressant aussi. Il n'a pas eu la chance d'être retenu, mais voilà, vous pouvez trouver vraiment des choses super intéressantes. Donc s'il y a un domaine qui vous intéresse en particulier, vous aurez probablement la chance de trouver l'organisation qui fait. Il y a vraiment de tout. Donc là, c'est plutôt logiciel, mais il y a des choses même hardware. Il y a Wine, c'est l'outil d'émulation de Linux sur Windows. Moi, je sais que j'ai discuté avec des gens qui avaient travaillé là-dessus. Et, enfin bon, je comprenais rien du tout, mais les mecs, ils implémentaient des drivers DirectX sur Linux. Enfin, c'était de la folie, quoi. Donc on se demande même. Enfin voilà, c'est très bas niveau. Donc il y a de tout. Il y a des choses de très haut niveau et il y a des choses de très bas niveau. Donc il y a vraiment de quoi se faire plaisir sur ce qu'on fait. Je te laisse dire ce que toi tu as fait l'année dernière pour te donner un exemple. Je veux bien que tu ramènes le XO. Alors, qu'est-ce que j'ai fait l'année dernière? Donc en fait, Lionel, il vous a présenté rapidement Sugar Labs. Donc Sugar Labs, c'est pour ceux qui ne connaîtraient pas, mais qui connaîtraient cet ordinateur-là. Donc c'est un OLPC, enfin un XO. De son petit nom, c'est One Laptop Per Child. Donc a priori, vous l'avez sans doute déjà vu sur internet parce que ça date un peu maintenant. Ça fait quelques générations de XO qui sont sortis. Donc concrètement, dans ce PC, il y a un système d'exploitation dédié qui est basé sur Fedora, qui propose une interface qui ressemble à ce que vous voyez là. On va aller sur le site après, vous verrez plus précisément. Donc en fait, il y a ce système-là qui a été fait avec des applications éducatives pour compter, lire, écrire, etc. Et en fait, Lionel a lancé un projet qui s'appelle Sugarizer, qui est la version de ce système d'exploitation, mais en navigateur. Donc au lieu d'avoir une couche basse en Python, là on est en JavaScript HTML5. Et donc en fait, j'ai candidaté sur Sugarizer pour recréer justement les applications qu'il y avait sur ce PC-là dans la plateforme web. Parce que finalement, la vraie plus-value, c'est les applications. Il faut le système, c'est un prérequis, mais les applications, elles sont nécessaires pour que le système puisse évoluer. Donc, voilà, tu peux changer la slide. Donc là, c'est un site web qui a été fait par un étudiant sur un autre programme de Google qui s'adresse plutôt aux collégiens lycéens. Donc là, on le voit pas très bien parce que sur la résolution de l'écran, c'est pas très beau, mais c'est le site de présentation de Sugarizer. Je veux bien que tu cliques sur Try Now. Hop. Donc en fait, c'est un système qui va marcher sur navigateur classique, sur plateforme mobile. Et donc concrètement, là, vous avez vraiment la même interface que vous pourriez avoir sur l'ordinateur. Donc l'idée, c'est que ça reste très simple pour les enfants, sachant que c'est un système qu'on déploie dans des pays où les enfants savent vraiment pas lire et pas écrire. Donc on reste sur des pictos assez simples. Donc vous avez un ensemble d'applications. Donc dans les applications que j'ai pu faire, il y a l'application Paint. Alors on se dit Paint, c'est simple, mais en fait le vrai problème qu'on a rapidement, c'est qu'il faut que ça marche sur tous les navigateurs, toutes les plateformes, du IE pourri jusqu'à de l'Android récent, avec des calques, du SVG, etc. Pas mal de choses, du texte, des fontes, etc. En collaboration aussi, il faut que ça marche en multi, entre deux devices. Donc là on va pas le montrer, mais ça marche en multi. Je te laisse faire un super dessin. Oui, si tu cliques ailleurs. Enfin, oui, mais si tu cliques sur une zone qui est déjà remplie, ça. T'es en rouge là. Ta couleur de. Oui, voilà. Et donc, l'idée, c'est de faire un ensemble d'applications. Donc, j'en ai fait 4. Ça, c'était la première, c'est pour me faire la main, sur le framework. Donc, l'idée, c'est un système d'exploitation, exploitation web, parce qu'en fait, on a vraiment tout un encheminement de choses à apprendre. Parce qu'en fait,
on a des activités, donc c'est des applications, on a une gestion de la data, on a une gestion du réseau qui est vraiment surcouchée et qu'il faut bien comprendre pour pouvoir faire des applications. Donc, tu fais ta pub, c'est bien. Et donc, je veux bien que tu reviennes juste en arrière. Merci. Donc, en fait, j'ai fait mon planning, comme elle l'a dit, sur 12 semaines, sachant qu'en application, ce qui avait été jugé essentiel, c'était une application Paint, parce que c'est ce dont les enfants raffolent. Le petit challenge, c'était injecter des dessins que tu n'as pas montré, mais des sortes de dessins qu'on pouvait remplir avec du saut, etc., mais que ça marche en collaboration de manière rapide, parce qu'on a souvent dans les déploiements, en fait, on n'a pas forcément une connexion excellente. Dans les applications aussi simples, la calculette, forcément. Truc bateau, mais qu'il faut absolument faire. Avec gestion des bases, etc. Sachant que, comme d'habitude, en fait, les problématiques qu'on a, c'est que comme il faut que ça marche partout, il faut vite oublier les librairies qui font le café. Parce que ça tourne pas sur du Vue Internet Explorer, ça tourne pas sur de l'Android 2.3. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le record. Donc une application pour prendre des photos, de la vidéo, du son aussi, qui doit marcher alors sur navigateur web classique et sur tablette. Yeah, super photo. Donc là, la petite subtilité, c'était que du coup, il fallait que ça tourne sur iOS, qui posait plein de petits problèmes. Donc Lionel, en fait, a fait la solution, elle a embarqué dans PhoneGap. Et donc l'idée, c'était de vérifier que tout marche bien, évidemment, sur les plateformes sur iOS, sur Android. Hop, je te laisse cliquer. Donc je suis pas sûr qu'on voit bien la caméra, mais tout ça, ça marche. Et à chaque fois, évidemment, il y a une gestion des clics, des inputs qui sont radicalement différentes. Et donc à chaque fois, on se dit c'est un petit truc facile. Au début, on se disait, ouais, au début, j'ai dit à Lionel, bah, c'est pas si dur que ça, quoi. Et puis en fait, quand on voit que sur telle version d'iOS ça marche pas, que ça marche, etc., ça rajoute beaucoup de travail et de temps de développement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le Memorize, si tu veux. Tu peux montrer sur. Donc Memorize, c'est un jeu que vous allez vite reconnaître. Hop. On y est presque. Donc typiquement, c'est un jeu de grille où vous allez pouvoir. Il faut que tu cliques. En même temps, tu as des petits problèmes de connexion. Clique sur générer une grille à droite. Ta connexion est pétée, tu penses? Rafraîchis. Évidemment, il faut que ça arrive en live, c'est toujours comme ça. Ok, c'est bon. Donc typiquement, c'est un jeu de grille classique. Voilà, t'as mis avec les sons. Donc, mais comme il n'y a pas le son, on n'entendra pas sur la caméra. Mais l'idée, c'est un jeu auquel on peut jouer en multi, de grille classique, on peut retourner, etc. Et la plus-value, c'est de faire un éditeur derrière. Bravo. Pour associer des lettres, par exemple, avec le son, pour que les enfants puissent apprendre à dire tel ou tel mot. Il faut évidemment que ça tourne sur tablette, téléphone, IE pourri, etc. Et globalement, c'est ce genre de choses. Après, dans les contributions que j'ai pu faire, en fait, tout ça, oui, c'est comme elle l'a dit, la plus-value, c'est que on contribue au projet open source. Donc, c'est du Git workflow. Donc, sur GitHub, il y a le dépôt commun. On fait ses pull requests. Tout le monde évalue en disant ce qui est bien, ce qui est pas bien. On recommence, on merge, et après, on fait autre chose. Il te manque un H. Non, il te manque un T. Flèche du bas et puis entrée, tu devrais l'avoir. Ah mais si tu vas à la souris, c'est moins facile. Donc typiquement, voilà le dépôt Sugarizer. Si tu vas dans le graphe ou Pulse ou contributeur, ouais. Voilà. Donc Lionel 214 commits forcément, parce que c'est lui qui a fait la solution. Bon, moi j'ai que 8 commits, mais je suis deuxième contributeur, donc ça remonte un peu le niveau. Concrètement, je vais revenir sur l'avant parce qu'on l'a pas forcément explicité, mais donc Lionel présente le projet où vous allez sur le site de Google et vous voyez la liste des projets.
Et généralement, chaque organisation vous demande de vous présenter forcément. Donc chez Sugar Labs, c'est un peu particulier parce que vous avez une fiche qui est sur un wiki qu'il faut remplir en expliquant bien ce que vous voulez faire, comment vous voulez le faire, pourquoi c'est vous qui allez le faire et pas quelqu'un d'autre. Enfin, typiquement, il y a des projets en Python. Si je suis nul en Python, je vais pas candidater. Enfin, il faut justifier sa candidature. Et puis après, il faut rentrer en contact avec des mentors, avec au moins 2 mentors, et se présenter, échanger un peu. Et tout ça, c'est accessible en public en fait, pour que tout le monde puisse vérifier que l'étudiant est susceptible de faire le projet et de le mener à terme. Tu peux passer sur les slides d'après, je pense. Ouais. Alors. Oui, c'est là que tu sors ta carte Google en disant que Google t'a donné une carte Mastercard. Donc effectivement, tout ça, l'avantage c'est qu'effectivement c'est rémunéré par Google. C'est 5500 dollars par étudiant qui sont donnés par étape. Donc déjà quand vous êtes accepté, quand vous avez été retenu par une organisation et que cette organisation a eu suffisamment de tokens. Alors ça va vous rappeler des trucs les tokens, mais il n'y a pas de token à cette conférence-là. Mais donc Google donne des tokens aux organisations et un token correspond à une place pour un étudiant. Donc nous on en avait 6 l'année dernière, j'espère qu'on en aura aussi 6 cette année. Plus on en a, mieux c'est. Donc quand il y a eu un token et qu'il y a eu un couple étudiant mentor qui s'est formé, ça correspond à une place d'étudiant et donc ils donnent 5500 dollars. Ils vont dépenser 5500 dollars là-dessus. Donc une fois que le token a été attribué et que donc du coup on a un étudiant qui a été retenu, il va recevoir déjà 500 dollars comme package de bienvenue. Et puis quelques goodies aussi. Ils sont sympas. Généralement, Google là-dessus, soyez tranquille. Ils envoient des goodies. Donc, je sais plus quel goodies t'as reçu, toi. Cette année, c'était pas non plus la meilleure année, mais non, enfin, j'ai reçu quelques cahiers, des t-shirts, des stylos, des stickers. Enfin, le classique, quoi. Mais ça fait plaisir parce qu'on s'y attend pas forcément au début. Donc voilà, ils envoient des goodies aussi. Si vous avez passé l'évaluation de mi-parcours, ils vous donnent 2250 dollars. Si vous l'avez pas passé, vous l'avez pas, bien entendu. Si vous avez aussi passé l'évaluation finale, vous avez 2750 dollars. Donc tout ça fait 5500 dollars. Donc sachant que donc l'organisation directement n'est pas rémunérée, du coup. Le mentor non plus, c'est la mauvaise nouvelle. Bon, alors il y a quand même une petite rétribution pour les mentors, c'est que Google invite en novembre deux mentors par organisation à Mountain View. Donc je suis allé à Mountain View en novembre pour 2 jours, tout frais payé, donc hôtel plus voyage, et pour un summit des mentors, donc où c'est plutôt du réseautage, hein, mais on visite aussi le siège de Google, et puis voilà, je vous mettrai le lien sur les photos. Donc c'est sympa, évidemment, mais on n'est pas payé, mais on a quand même cette rétribution là d'avoir la chance d'aller à Mountain View. Qui a le droit de participer au Google Summer of Code? En fait, c'est assez large. Il suffit d'avoir 18 ans et d'être inscrit dans une école ou une université au 22 avril où ça commence concrètement le Google Summer of Code. C'est même pas forcément une université d'informatique. Donc à la limite vous pourriez être dans une autre université, ça n'a pas d'importance, ils vérifient pas ça. Par contre forcément les organisations vont vous demander des comptes aussi, donc si vous dites que vous faites de la biochimie, ils vont dire ah bon, et sinon tu codes en Python. Donc voilà, mais c'est pas une contrainte pour Google. Et puis bon, il y a quelques pays qui ne sont pas éligibles, mais globalement la France l'est. Et donc bon, si vous êtes en Iran ou au Turkménistan, c'est peut-être moins évident, mais en France c'est pas un sujet pour les États-Unis de participer. Quelques statistiques. Donc ça fait 11 ans qu'il y a le Google Summer of Code. 11 000 étudiants. Donc en gros, ils donnent 1000 tokens, donc 1000 étudiants chaque année. Mais il y a quelque chose comme 10 à 12 000 candidatures chaque année. Hein. Donc voilà, c'est
1 sur 10, hein, je vous disais tout à l'heure, on en a reçu une centaine pour avoir 6 retenus à la fin, donc forcément la sélection est rude. 103 pays qui ont été acceptés pour le Google Summer of Code et où il y a eu des étudiants. Les pays qui font le plus de demandes, en tout cas c'était l'année dernière les chiffres, donc les USA, l'Inde, beaucoup vraiment, et l'Allemagne après c'est bizarre, mais enfin bon. La France serait très très loin derrière parce que peu de gens connaissent le Google Summer of Code en France, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai décidé de chaque année faire une conférence sur le Google Summer of Code. Alors attention quand même, hein, parce que je vais vous donner le planning, mais sachez que dès à présent, et même largement à l'avance, en Inde, en tout cas, parce que j'ai discuté avec eux et je sais qu'ils le font, ils sont très organisés sur le Google Summer of Code, c'est-à-dire qu'ils commencent à communiquer avec les organisations bien à l'avance, ils envoient des mails sur les mailing lists, ils vont corriger un petit bug de la fonte qui est pas au bon endroit, ou la police qui est pas terrible, ou la couleur qui est pas terrible sur le truc, donc ça fait des, des pull requests sur les dépôts, enfin voilà, ils participent concrètement, même si c'est parfois un peu superflu, aux projets open source qu'ils ont en cible. Et du coup, forcément, quand ils font leur candidature, ils disent bah moi d'ailleurs j'ai déjà contribué à ce projet-là, regardez, j'ai 17 pull requests, dont 3 pourris pour changer la fonte, etc. Bon, ça se voit, hein, mais quand même, on en a un cette année qui est déjà qui doit avoir plus d'une centaine de corrections de bugs qu'il a fait. Donc et forcément, quand on va étudier sa candidature, on va le faire avec bienveillance. Moi, j'ai déjà été contacté. Le programme n'est pas encore ouvert, hein, donc on ne peut pas s'inscrire en tant qu'étudiant. Ce ne sera pas qu'avant la semaine prochaine. Vous allez voir le planning. Et pourtant, depuis déjà plusieurs semaines, il y a déjà des gens sur les listes. Moi, j'ai déjà été contacté puisqu'on a déjà notre page avec les projets. J'ai déjà été contacté par des étudiants qui me disent ah ouais, moi je suis intéressé par faire ça. Comment on pourrait faire, etc. Voilà. Donc on commence à s'intégrer dans la communauté pour qu'ils vous connaissent et que du coup, effectivement, lorsqu'ils reçoivent votre candidature, ils savent qui vous êtes. Entre 80, alors les chiffres, c'est moi qui les ai rajoutés parce que Google les communique pas trop, mais si on regarde sur leurs statistiques, il y a entre 80 et 90% de réussite chaque année, donc c'est-à-dire d'étudiants qui vont jusqu'au bout. Donc ça veut dire qu'il y a quand même 10 à 20% d'échecs. Donc c'est dommage, hein, parce que évidemment, c'est pas ce qu'on attend. Ça veut dire que soit on fait mal la sélection au départ, soit qu'on a, comme nous on a eu l'année dernière, hélas, un étudiant qui fait ça pour bien se faire voir, mais qui ne travaille pas, et c'est effectivement bien dommage. Donc alors bon, le chiffre, c'est un chiffre qu'aime bien Google, mais 50 millions de lignes de code produites. Bon, oui, en tout cas, de toute façon, l'effort est important. Chaque année, les projets que nous on a eu dans notre organisation, ils sont en prod derrière. Ce que Michael a montré là, il y a eu une release qui est sortie en janvier qui intègre tout ça et que c'est déjà utilisé. Enfin voilà, évidemment ça a une vraie valeur de toute façon au-delà du chiffre du nombre de lignes de code. Pour terminer rapidement, on est dans les temps, le planning. Donc le planning, donc il y a des choses qui sont déjà passées. Fin février, l'annonce des organisations acceptées au Google Summer of Code. C'est pour ça que dès ce moment-là, en fait, il y a déjà des gens qui peuvent aller sur les organisations, aller voir ces organisations-là et se renseigner sur les organisations. Là, on est dans une phase jusqu'au 13 mars où il se passe ce que je vous disais, hein, c'est que globalement, il y a des gens qui commencent à se faire connaître doucement pour le faire. Le vrai top départ, c'est le 14 mars, donc c'est la semaine prochaine, jusqu'au 25 mars, où là, les étudiants soumettent leurs propositions. Alors, ils ne le soumettent pas le 14 mars, généralement, parce que c'est intéressant de discuter avant, d'échanger avec le mentor potentiel, lui demander qu'est-ce qui l'intéresse vraiment. Effectivement, dans notre organisation, comme tu le disais, on demande aux étudiants d'aller contacter au moins 3 personnes de l'organisation pour lui demander quel est l'impact du projet que j'ai choisi sur le projet. Donc ça permet voilà d'avoir un premier échange très concret. On a aussi on est dans un monde d'étudiants, des gens qui copient. Je l'ai vu, ça t'est arrivé toi, mais ça m'était déjà arrivé l'année dernière. Bon, voilà, comme nous, on est très transparent, les propositions sont publiques. Oula, non, je le dirai pas ça, parce que c'est enregistré. Je veux pas le dire. Non, mais il y a eu des copies, mais il y a des copies chaque année. Bon, ça se voit, ça se règle entre les étudiants et puis le mentor aussi. Bon, voilà, évidemment, c'est pas quelque chose à faire et de toute façon, ça se voit très vite. Hein, donc c'est un peu idiot. Les étudiants sont pas retenus sur des choses comme ça. Donc il faut, voilà, le plus tard en tout cas, c'est le 25 mars où il faut soumettre les propositions. Il y a eu ensuite une phase
d'analyse qui dure en gros un mois par les organisations. Donc c'est là qu'ils choisissent qu'on choisit quels sont les étudiants. De mémoire, on n'a pas le droit d'échanger. Alors non, enfin on n'a pas le droit d'échanger en direct normalement avec eux pendant cette phase-là. On peut le faire à travers des commentaires sur la plateforme par rapport à leurs propositions. Donc si on a des compléments, si on dit... faut bien dire que sur les 100 propositions qu'on a reçues, on avait dire un tiers qui n'était pas raisonnablement sérieuse, c'est-à-dire qui était incomplète ou un peu bidon, ou le mec a occupé le terrain, etc. Ils ont le droit de remodifier leurs propositions, mais enfin bon, voilà, il vaut mieux évidemment faire bien du premier coup, parce qu'il y en a qui font bien du premier coup. Moi j'ai je vais l'avoir aussi cette année, des gens qui ont déjà prototypé des choses, c'est-à-dire que les mecs ils ont regardé le projet, ils ont commencé à produire un peu de code pour montrer qu'ils étaient capables de faire. Ça, c'est forcément ça. C'est un gros point positif parce que ça démontre que le mec sait faire. À partir de là, donc le 22 avril, il y a une annonce qui est faite par Google. C'est pas à nous de le faire, même si on a fait les sélections nous. C'est eux qui annoncent, notamment parce qu'il y a cette histoire de token et qu'on ne sait pas nous à l'avance combien on aura de tokens pour chaque organisation. Donc du coup, ça ne peut pas se faire. C'est Google qui l'annonce et qui l'annonce aux étudiants. Depuis l'année dernière, c'est pas mal. Il laisse un mois aussi aux étudiants pour faire connaissance avec l'organisation, parce qu'on considère qu'effectivement l'étudiant ne connaît pas forcément l'organisation avant. Donc toi, tu as fait des choses déjà sur ce truc-là. Je sais pas si tu te rappelles de cette période-là, mais voilà, tu avais fait des dockers pour intégrer Sugar. Enfin voilà, c'est une bonne façon d'avoir une bonne introduction de l'étudiant dans l'organisation. Et puis la période effective où vous codez, c'est entre le 23 mai et le 23 août. C'est très strict et très délimité. On n'a pas le droit de coder en dehors de ces périodes-là sur le projet. C'est ce que Google impose. Et voilà. Donc après, l'organisation de quand est-ce que vous codez, à quel moment, pourquoi, etc. Comment vous communiquez avec le mentor, tout ça dépend de l'organisation et de votre organisation personnelle. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut faire des choses très régulièrement, tous les jours. Ne pas passer 2 ou 3 heures par jour sur le projet, ça n'a aucun sens, forcément. Par jour, j'ai dit. Ah non, par jour, 2-3 heures par jour. Il faut passer quelques heures par jour sur le projet, oui, c'est clairement, non, pas 2-3 heures par semaine. C'est un gros travail, qu'on demande, et donc dans certaines organisations, moi, Mickaël, on se voyait assez régulièrement, donc on peut faire des suivis quotidiens. Moi, je fais au moins un suivi hebdomadaire, mais on peut faire des suivis quotidiens. On est sur IRC ou sur chat ou on échange par mail avec l'étudiant, donc il faut travailler effectivement, sinon ça n'a pas de sens. Donc ça dure tout l'été, donc c'est d'où le Summer of Code. Si vous n'avez pas compris, c'est là. Et puis fin août, donc annonce des projets réussis suite aux évaluations finales qui sont faites sur le projet. Voilà, globalement, il nous reste 15 minutes, c'est parfait pour les questions. Juste quelques liens utiles que vous pouvez voir, mais enfin vous n'aurez aucun mal à trouver le Google Summer of Code si vous faites une recherche dans Google. Il y a un manuel de l'étudiant qui est assez intéressant parce qu'il répond à toutes les questions. Bon là, avec cette conférence, normalement vous avez compris comment ça marche, parce que déjà il faut comprendre comment ça marche, mais voilà, reportez-vous à ça parce que ça répond à d'autres questions auxquelles on n'a pas forcément répondu là. Il y a des listes de discussion aussi pour les étudiants, il y a aussi pour les mentors après derrière et pour les organisations, mais vous n'y avez pas forcément accès directement. Et puis il y a un blog qui donne notamment ce que nous on demande et ce que font pas mal les organisations, c'est qu'ils demandent aux étudiants de régulièrement faire des posts sur un blog. Donc toi tu avais fait un blog pour raconter ton Google Summer of Code, donc ça c'est intéressant de voir comment les étudiants vivent ça, ce qu'ils font, comment concrètement ils avancent sur les projets. Donc ça c'est des sources intéressantes. Voilà. Avez-vous des questions? Alors pour ceux qui peuvent poser des questions, ceux qui nous suivent derrière la caméra, non par exemple. Mais avez-vous des questions? Oui. Tu veux répondre aux gens? En fait, c'est un truc dont on n'a pas parlé, c'est toutes les semaines, il y a un rendez-vous avec le mentor, donc en physique ou en virtuel, et chez Sugar, toutes les semaines, il y a une réunion de tout le monde, en fait, tous les gens qui font le Summer of Code. Et à ce moment-là, déjà, tu dois présenter ce que tu as fait, c'est quoi ton plan d'action pour la semaine prochaine, tu réagis sur ce que tout le monde a fait, et l'évaluation, concrètement, c'est à mi-chemin.
Il y a le mentor qui va noter de son côté comment tu t'es comporté, si on va dire le code il y a un barème de questions, il doit y avoir une dizaine de questions qui correspondent au code, à l'attitude, ponctualité, etc. Et pareil pour l'étudiant. Et en fait, évidemment, c'est le mentor qui prime hein, sur l'étudiant. Et si tu réussis, enfin si tu as un certain score, et à la fin tu as une case à cocher, je crois, où tu dis pass ou fail. Voilà. Et pour moi, les questions étaient un peu différentes entre les deux, mais concrètement, c'est les mêmes choses. C'est ponctualité, travail, etc. Oui, c'est le mentor qui fait l'évaluation et qui dit, par exemple, dans les questions, il y a est-ce que l'étudiant est en avance ou pas par rapport au planning qu'il avait imaginé, est-ce que son code est de qualité, est-ce qu'il s'investit dans le projet, etc., etc. Et effectivement, il y a la fameuse case à cocher à la fin, pass ou fail. Donc bon, on le prend pas, on fait pas avec plaisir, mais si c'est fail, tant pis. Ouais. Non, c'est pas possible de soumettre des choses en groupe. C'est forcément quelque chose d'individuel. Donc, quand on propose de répondre à un projet, c'est une réponse individuelle et on peut pas être un groupe d'étudiants. Ouais. Ouais. Alors, ils disent je savais pas qu'ils disaient 40 heures par semaine. Moi, je vous ai dit au moins 2-3 heures par jour, oui. Je sais pas. Peut-être, tu peux répondre. Bah, honnêtement, ça dépend de ton projet, de ton implication, etc. Après, eux, ils donnent une moyenne, mais c'est sûr que typiquement, c'est pas incompatible. Enfin, je vais anticiper des questions, mais c'est pas incompatible un stage et le Summer of Code à partir du moment où tu travailles le soir et les week-ends. Donc 40 heures, oui, ça va être une moyenne, mais ça dépend si tu rush, ça dépend vraiment de la vitesse de tout le monde. Et typiquement, moi, j'avais plusieurs petites applications à faire. Il y en avait, c'était juste une sur le long terme, etc. Donc ça dépend du projet. Mais ceci dit, enfin, vous voyez aussi la charge de travail quand vous lisez la proposition. C'est-à-dire, vous vous dites, est-ce que je sais faire ça en 3 mois de délai et quel est mon investissement là-dessus. C'est à nous aussi, organisation, de faire en sorte que le projet soit faisable, mais c'est vous qui le voyez aussi. Mais oui, 40 heures, pourquoi pas. Moi, franchement, je pense que moins de 2-3 heures par jour, ça n'a pas de sens. Donc, mais par contre, oui, je suis d'accord avec Michael sur le fait que pour moi, c'est pas incompatible avec un stage à partir du moment où on est prêt à s'investir à côté du stage sur le sujet. Est-ce que j'ai passé toutes les étapes? Oui. Sinon, je pense qu'il m'aurait dit tu reviens plus jamais au spot. Non, non, ça n'a rien à voir. Oui. Sugar Labs, mais enfin oui. Enfin, le projet c'est Sugarizer pour ceux qui chercheraient après, la plateforme, la version web. Et donc la question c'est est-ce que je continue à contribuer? Il y avait une idée d'évolution dont on avait évoqué qu'on avait évoqué avec Lionel. Et là, du coup, il y a peut-être des étudiants qui vont la faire, cette évolution, sur le prochain Summer of Code. Et en principe, je serai mentor cette fois-ci de cette édition-là. Et après, on verra en fonction. Parce qu'en fait, comme le nombre de tickets va définir quels projets vont pouvoir être faits, je vais pas faire un projet qu'un étudiant potentiellement pourrait faire sur ce Summer of Code. Mais l'idée, oui, c'est de continuer à contribuer, etc. Sachant qu'il y a une asso derrière. Hein. Lionel, il l'a pas dit, mais il était président de la version française de LPC, donc LPC France. Et là, maintenant, il est passé trésorier pour s'investir dans OLPC Monde, Sugar Labs. Mais il y a une association derrière avec des réunions, des comptes rendus, etc. Parce que, enfin, on n'a pas parlé, mais j'en parle un petit peu. Sur les actions, typiquement, il y a le côté soft, mais Lionel l'a organisé avec des étudiants d'autres écoles, des expéditions à Madagascar, etc., pour aller ramener des ordinateurs en fait direct, typiquement dans les endroits où il n'y a pas internet, il n'y a pas de courant, etc. Ce PC-là, c'est un PC qui amène de l'éducation dans des endroits où il n'y en a pas. C'est pas juste le soft. Donc c'est bien de se dire, après, une fois que tu as fini, il y a un soft, il va être utilisé potentiellement, en principe, hein, sauf si tu fais n'importe quoi, mais il va vraiment servir, quoi, il va vivre derrière. Oui, tu peux aller effectivement du côté des utilisateurs et voir comment c'est utilisé. Donc après, évidemment, ça dépend des organisations, mais bon, voilà, c'est tout à fait le cas. Ouais. Donc oui, avec un peu de chance, tu seras mentor cette année d'un étudiant, tu passeras de l'autre côté de la barrière. Ouais.
En fait, typiquement, là, il y a, enfin, sur le côté technique, moi, je suis d'habitude, enfin, sur tout ce qui est plateforme mobile, je fais du développement natif. Et puis là, j'ai dû faire du développement web où typiquement, tu as des contraintes de vieilles plateformes ou des plateformes mobiles où tu es obligé d'être en environnement web. En fait, typiquement sur iOS, on n'allait pas refaire l'appli en natif, ni sur Android, ni sur Windows Phone, ni sur Tizen, ni sur. Enfin, je te fais la liste quoi. Et typiquement, ce côté technique, moi, je l'ai subi, on va dire, mais ça m'a amélioré, tu vois, dans mon code. Du coup, tu es obligé de bien comprendre, typiquement, des fois où tu utilisais des libs, tu voyais ce que ça faisait, mais tu l'avais jamais fait. Donc sur le côté technique, et puis après sur le côté relationnel, avec tous les échanges que tu as forcément dans la communauté, faire des pull requests où tu as des gens qui vérifient derrière, c'est un peu différent que de le faire sur ton propre dépôt juste pour sauvegarder ton code avant un rendu, quoi. Donc ça te fait monter dans pas mal de domaines, techniques, relationnels, même ça, enfin, c'est vraiment différent de ce que tu as, parce que tu as une vraie implication derrière, et tu sais en plus que tu n'es pas le seul, tu as des milliers d'étudiants qui font ça, et typiquement quand tu fais les réunions sur IRC avec tous les autres, tu sens qu'il y a qu'il y a tout le monde qui a envie de faire pousser un soft, surtout dans ce cas-là où derrière tu as des enfants, etc., qui vont pouvoir accéder au soft, c'est vraiment sympa, quoi. Je l'ai pas dit, mais évidemment c'est en anglais. Alors il ne s'agit pas forcément d'être bilingue et de parler anglais, mais évidemment si vous ne lisez pas ou n'écrivez pas l'anglais, c'est ennuyeux. Mais donc oui, tous les échanges se font en anglais sur l'IRC, sur les questions, et même entre nous, alors pas quand on se voyait en physique parce que ça n'aurait pas de sens, mais par contre comme effectivement moi, on faisait des réunions et on faisait des comptes rendus de ces réunions-là, les comptes rendus étaient en anglais pour que toute la communauté puisse en profiter. Donc c'est aussi une bonne façon de se forcer à parler anglais, à vivre en anglais. Enfin, honnêtement, hein, moi je suis pas non plus bilingue, mais quand j'ai commencé il y a 4 ans et que j'ai fait mon premier suivi complètement en anglais avec mon devant l'IRC, bah voilà, tu te poses au début des questions et puis rapidement, voilà, c'est quand on écrit un mail en anglais ou un texte en anglais ou un résumé en anglais, c'est facile parce qu'on a du temps. Quand on est en IRC, en chat, c'est immédiatement et donc il faut avoir une réponse tout de suite. Donc voilà, forcément, on s'améliore aussi. Après, on peut faire du Skype aussi. Moi, je l'ai pas fait. On avait essayé, ça avait échoué avec mon deuxième mentor, mon deuxième étudiant, parce que globalement, l'accent indien et l'accent français sont incompatibles, vraisemblablement. Donc, mais voilà, à minima, savoir s'exprimer en anglais, exprimer. Bon, on parle technique, hein, donc c'est quand même plus simple, mais évidemment, c'est un prérequis du programme. Oui. En fait, de base, c'est tout seul. Enfin, officiellement, c'est tout seul, et ce sera tout seul. C'est juste que typiquement, quand on a fait des réunions avec les autres gens de la communauté, des fois, Lionel, il m'a mis en relation avec un autre étudiant qui travaillait sur un projet pas forcément très différent du mien, et on a échangé, quoi. Et c'est possible que tu travailles avec un autre étudiant, ça peut arriver dans le scope de choses à faire, mais ton projet, c'est ton projet, ton évaluation, c'est toi qui l'as fait, donc c'est tout ton code, c'est à toi de l'envoyer, donc enfin, t'es tout seul. Mais c'est sûr que ça va ça va te mener à d'autres choses, à travailler à plusieurs, mais c'est vraiment pas le but du projet. D'autres questions? Ok, pas d'autres questions? Bon, bah du est vendu. Bah écoutez, je vous souhaite en tout cas si vous êtes intéressé, de participer. N'hésitez pas à me solliciter si vous voulez. Alors si c'est Sugar Labs évidemment, n'hésitez pas à me solliciter. Mais même si vous avez envie de souscrire, que vous voulez, moi ou Mickaël, hein, j'imagine aussi qu'ils peuvent te contacter si vous voulez des conseils ou voir des choses particulières, faire relire votre proposition, n'hésitez pas. Ce sera avec plaisir qu'on fera ça. Voilà, merci à vous. Au revoir.